Et rebonjour à toutes et à tous, merci d'être encore avec nous pour le sommet du Grand Paris. Après la ligne 14 et le Grand Orly, la ligne 15 et la Défense, la ligne 16 et la qualité de vie, la ligne 17, on vient de le voir sur le triangle de Gonesse. Place à la ligne 18 avec vous, Valérie Pécresse. Bonjour. Oui, enfin, je me permettrai de parler de la ligne 17 aussi. Oui, vous allez, bien sûr. Non, mais pour rassurer Marc Pellissier, il connaît bien mon discours. Moi, je considère qu'on ne peut pas opposer la régénération de l'existant à la construction de l'avenir. Parce que sinon, c'est désespérer tous les habitants de la Grande Couronne qui se disent pourquoi est-ce que nous, on a juste un RER et des bus et pourquoi les autres, ils ont des métros. Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse se projeter et je pense que un métro qui n'est pas évidemment le même que le métro parisien, mais qui est en réalité un métro-train, ça a toute sa place en Grande Couronne. Et sur la ligne 17, il y a 400 000 personnes qui n'ont absolument aucune autre option que de prendre des bus pour aller à Roissy, pour aller à Saint-Denis, pour aller dans les grands bassins d'emploi du territoire. Donc en réalité, cette ligne 17, elle va permettre de projeter ce territoire dans l'avenir. Et pour rassurer les populations, la région vient d'inscrire, alors avec un désaccord avec Jean-Pierre Blasy, donc vous voyez, je ne peux pas satisfaire tout le monde, mais pour rassurer tous ceux qui s'inquiétaient de la disparition de zones naturelles, nous avons sanctuarisé 600 hectares sur ce plateau, comme nous l'avions fait, souvenez-vous, il y a quelques années, pour rassurer les habitants du plateau de Saclay. Et ça fait une transition toute trouvée. On avait fait ce qu'on appelle une ZPNAF, dans le jargon, une zone de protection naturelle, agricole et forestière, sur le plateau de Saclay de 2300 hectares, pour que le projet de Saclay devienne souhaitable et acceptable par les riverains. Et on fait la même chose sur le triangle de Gonesse avec 600 hectares sanctuarisés sur le sud, ce qui permettra d'urbaniser le nord. Et moi, j'ai entendu dire qu'il y avait un vague projet de cité scolaire. Non, il n'y a pas un vague projet. On a voté le budget. Là, on va voter le budget en 2025 pour une cité internationale scolaire, qui comprendra aussi une partie d'enseignement agricole très important pour Agoralim, justement. Donc, moi, je veux bien, mais en tout cas, la région est totalement engagée dans ce projet pour les habitants, parce que c'est, on va dire les choses, mais l'Est du Val d'Oise, c'est potentiellement une petite Seine-Saint-Denis si on ne la tire pas vers le haut. C'est quoi une petite Seine-Saint-Denis ? Une petite Seine-Saint-Denis, c'est un territoire qui, petit à petit, se paupérise. Et s'il n'a pas... Alors, la Seine-Saint-Denis, vous l'avez compris, on est en train de la régénérer. Elle se gentrifie avec les JO. On est en train de la régénérer de manière très, très, très importante. Les JO y ont contribué, mais pas que. Toutes les nouvelles lignes qu'on va y mettre, la 16, la 17, la 15. Mais le Val d'Oise, il y a un risque. Il y a un risque que les populations qui, justement, verraient cette gentrification de la Seine-Saint-Denis partent plus loin. Et donc, il faut absolument que le Val d'Oise ne soit pas l'oublié du Grand Paris Express, qui a été le cas. Et c'est pour ça que je soutiens et le projet de la ligne 17 et le projet de la ligne 19. Parce que le Val d'Oise a un potentiel exceptionnel. À condition qu'elle soit financée, cette 19. Oui, ça, c'est un autre sujet. Mais là je reconnais que l'argument de Marc Pellissier sur le fait que l'État n'a plus d'argent, je l'entends. Mais vous savez, il faut aussi se projeter dans l'avenir. Si on ne rêve pas d'un projet, il ne se fait jamais. Après, est-ce qu'on arrive à réaliser tous nos rêves ? Peut-être pas. Mais dans la vie, il faut savoir rêver. Et il faut savoir et gouverner, c'est prévoir. C'était donc la présidente d'Île-de-France Mobilité. Je vais revenir à la présidente. Il y a des rêves et qui essayent de les réaliser. Et j'ai revenir donc à la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, qui est ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puisqu'on allait parler donc quelle place pour l'Île-de-France dans la compétition mondiale des campus, avec la ligne 18, et donc ce fameux plateau de Saclay, qui est dans la loi de 2010 aussi du Grand Paris, au-delà du Grand Paris Express, de ses 70 000 logements par an, aussi le plateau de Saclay, tout en veillant à l'aspect agricole, vous en avez parlé, la sanctuarisation des terres. En deux mots, est-ce que la guerre des talents aura lieu avec les autres régions européennes et où les autres régions françaises ? La guerre des talents, elle a lieu pas seulement avec les autres régions européennes, elle a lieu avec toutes les régions du monde. Et vous avez vu le rapport de Mario Draghi il y a quelques semaines qui alerte sur un possible déclassement de l'Europe tout entière si on n'investit pas massivement dans l'avenir. Et les arguments qui ont été développés par la FNOT sur la ligne 17 ont été aussi développés sur la ligne 18. C'est-à-dire qu'on m'a expliqué qu'il valait mieux mettre un tramway, qu'il n'y aurait pas assez de voyageurs sur cette ligne 18, que ça ne valait pas le coup de desservir le plateau de Saclay, que c'était juste quelques chercheurs sur un campus. Je me souviens que les écologistes, Madame Duflot, avait voté contre. Elle n'est pas dans la salle, mais est-ce que je vous montrer la salle ? Elle était au Conseil régional, donc elle était la leader des écologistes au Conseil régional. Donc voilà, il y a eu une opposition très très forte sur sa conception de cette ligne 18, qui pour moi est totalement, là aussi, fait partie d'une vision de l'avenir qui consiste à dire, d'abord il faut desservir les aéroports.
ligne 14, ligne 18, pour desservir Orly. Et ensuite, il faut absolument que ce campus de Saclay, qui va devenir l'un des poumons technologiques de la France entière, parce que sur le plateau de Saclay, quand on aura fini le projet universitaire, on aura quasiment 25% de la recherche française en physique et en mathématiques. Voilà, c'est le chiffre qu'il faut avoir. 25% de l'entièreté de notre recherche sera à un seul lieu, le plateau de Saclay. Et donc, l'objectif, c'est évidemment de pouvoir desservir ce plateau. Pourquoi ? Et parce que ce n'est pas seulement des chercheurs dans des laboratoires, c'est aussi toute la valorisation de cette recherche. Et pour pouvoir valoriser la recherche, il faut que le plateau de Saclay soit relié à Paris, et il faut qu'il soit relié aussi à un aéroport international, c'est Orly. Et pour éviter aussi que tous les prix Nobel s'envolent à l'étranger. Pour éviter que tous les prix Nobel s'en aillent à l'étranger. Oui, alors le sujet aussi, c'est que Saclay, c'est un lieu de travail, c'est pas forcément un lieu de vie. Donc il y a évidemment des chercheurs et des étudiants qui vont vivre à proximité. On a un énorme projet de logement étudiant tout autour. Mais il faut aussi que ces chercheurs puissent habiter dans toute l'Île-de-France. Il faut qu'ils puissent avoir le droit d'habiter dans les Hauts-de-Seine, à Paris, etc. Donc il faut qu'on puisse vraiment relier ce plateau. Et l'enjeu de la ligne 18, c'est ça. C'est vraiment d'apporter à ce plateau la qualité de transport qu'il mérite. Parce que quand on a comme seule alternative que la N118 ou la 10, forcément, c'est pas qualitatif. Voilà. Et dans l'autre sens, vous aviez lancé, après le Brexit, une campagne intitulée Saclay Calling, sur le mode London Calling. Je vous entends très mal. Je ne sais pas s'il y a un écho. Je ne sais pas. Est-ce que vous vous souvenez de la campagne que vous aviez lancée, Saclay Calling, sur le mode de London Calling, pour faire venir les chercheurs britanniques après le Brexit? Est-ce que ça a marché? Est-ce que vous avez un peu... Alors, eu des bons retours? On a une politique d'attraction des talents en Île-de-France qui marche plutôt bien. Qu'est-ce qui attire les talents chez nous? C'est d'abord la qualité de l'environnement de l'Île-de-France. On est la seule métropole globale de l'Union européenne. Avant, il y en avait deux, il y avait Londres et nous, mais Londres, maintenant, n'est plus dans l'Union européenne. Donc, si vous voulez bénéficier d'un programme européen de recherche, par exemple, vous devez venir dans l'Union européenne. Donc, on est la dernière métropole globale de l'Union européenne, la seule. C'est quoi une métropole globale? C'est à la fois une capitale politique, c'est aussi un très grand lieu d'innovation. Je vous ai dit qu'en Île-de-France, on avait 40% de la recherche française sur la région Île-de-France, 40% de la recherche française, 25% sur le plateau de Saclay. Donc ça, c'est très fort parce que vous savez bien que les chercheurs, ils cherchent aussi, en réseau. Donc si leurs collègues sont là, ils vont venir. D'où d'ailleurs notre stratégie régionale de développer des campus de recherche visibles à l'international, comme le Cancer Campus de Villejuif, comme les IHU, les 10 IHU hospitaliers, Institut hospitalo-universitaire hospitalier, comme Saclay, comme les campus du quantique qu'on va faire à Saint-Germain-en-Laye. Donc on essaie de mettre en place des campus qui sont visibles à l'international parce que les chercheurs voient ces campus. Saclay, moi je suis très heureuse parce que quand on a fait l'autonomie des universités, tout le monde me disait que c'était une bêtise. Mais n'empêche que ça a permis à Saclay aujourd'hui, 10 ans plus tard, d'être 12e au classement de Shanghai. À l'époque, il n'y avait pas d'université française dans le classement. Ça a vraiment un effet sur l'attractivité? Ah ben, énorme, parce que malheureusement, il y a énormément d'étudiants dans le monde qui regardent ces classements. Alors, il y a le classement de Shanghai, mais il y en a un qui, pour nous, est encore plus important, qui est celui du Financial Times. Et un autre du Times Higher Education. Financial Times, c'est plutôt pour les écoles de commerce, et le Times Higher Education pour les universités. Donc ces classements, malheureusement, sont regardés, et c'est évident qu'il faut qu'on attire le maximum de chercheurs de l'étranger. Alors, on a un handicap, c'est les salaires. Voilà, c'est les salaires. On paye beaucoup moins les chercheurs en France qu'on les paye à l'étranger, notamment en Suisse, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. C'est un vrai souci. Et c'est pour cela. Et là-dessus, il faut vraiment qu'on y travaille parce qu'on est dans un domaine où il faut pouvoir valoriser le talent, y compris dans la recherche publique. Je sais que je soulève un point difficile, mais il y a des métiers qui sont rares, qui sont chers et qu'il faut valoriser. Ça vaut pour l'éducation, ça vaut à tous les niveaux de l'éducation et ça vaut aussi évidemment dans le domaine de la santé. Et qu'est-ce que vous pourriez faire là-dessus?
Moi, rien en tant que présidente de région. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire en tant que présidente de région à ce stade? Alors, moi, si vous me donnez la compétence recherche, je ferai des choses. Hein. Mais non. Dites-nous. Oui, oui, j'en ferai. Mais non, en tant que présidente de région, à ce stade, ce que je peux faire, c'est que je peux travailler sur l'environnement. Parce que les bâtiments, c'est pas que des bâtiments. Un bâtiment de recherche, pour un chercheur, ça fait partie aussi de la qualité de sa recherche. Quand vous avez un équipement scientifique de pointe, bah forcément, vous cherchez mieux. Donc, la région finance des supercalculateurs, la région finance des équipements scientifiques. On est la seule région de France à financer des programmes d'équipements scientifiques. C'est-à-dire que voilà, vous avez besoin d'un spectromètre de masse, vous pouvez le demander à la région de France. Donc, en fait, moi, je ne peux pas travailler sur les salaires, mais je peux travailler sur l'environnement. Et je rénove les bâtiments. Je me suis battue avec l'État parce que, vous savez, on a un CPER, un contrat de plan État-région de transport, c'est-à-dire qu'avec l'État, on fait des investissements conjoints pour les transports, mais on a aussi un CPER, contrat de plan État-région, enseignement supérieur recherche, où on met les bâtiments d'enseignement supérieur de recherche de la région Île-de-France. Et l'État voulait qu'on mette ce CPER à 800 millions, 400. Et moi, j'ai dit, je veux un CPER à 1 milliard d'euros pour l'enseignement supérieur à la recherche. C'était pour moi, tu vois, symbolique de dire, on va mettre le milliard. Et donc, on a mis 500 millions d'État, 500 millions régions, et du coup, on va pouvoir porter des projets sur Saclay, par exemple, l'hôpital du futur. Et ce projet d'hôpital du futur, il manquait à Saclay. Parce qu'à Saclay, vous avez des maths et de la physique. Mais aujourd'hui, la recherche, elle est transversale. Et donc, en fait, avec de la physique, vous faites de la recherche en neurosciences, vous faites de la recherche en santé. Donc il fallait amener la santé sur le plateau de Saclay. C'était indispensable que la santé rejoigne la physique et les maths. Et donc du coup, l'intelligence artificielle, c'est aussi énormément en santé, avec toute la médecine prédictive. Donc là, on va faire avec l'État le projet Passerelle, ça s'appelle Passerelle, c'est un hôpital du futur sur le plateau de Saclay. J'ai été à l'origine du déménagement aussi de la pharmacie de Saclay, de Châtenay-Malabry jusqu'à Saclay, de l'école centrale de Châtenay-Malabry jusqu'à Saclay. Et donc, on est en train vraiment de faire converger toutes les forces sur ce plateau, avec évidemment des transports qui seront de qualité et qui permettent de structurer aussi les campus. Les salaires, la congestion routière et la difficulté d'accéder en transport. Non, il n'y aura plus de difficulté d'accéder en transport. En 2027, on ouvre la ligne 18 en 2027. On pourra faire Massy-Saclay dès 2026 et Orly-Saclay en 2027. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'il y a encore Vous savez, à l'échelle de la recherche, 3 ans. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme barrière à lever pour que ça fonctionne ? Je vous ai dit, donc, des locaux de recherche dignes de ce nom. Donc là aussi, il faut équilibrer entre la construction de locaux neufs et la rénovation de l'existant, parce qu'on a aussi besoin de rénover. Il y a le rapport entre la recherche et l'entreprise, qui est très important. Et c'est aussi pour ça que je vous disais, on est la seule région globale de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on a aussi un tissu économique colossal derrière. On a des grands groupes, des grands donneurs d'ordre. On a un tissu de PME très important. Et donc, la région travaille énormément à la relation entre les chercheurs et les entreprises. On s'est placé là. Notre stratégie de recherche, on l'a mise là. Moi, mon sentiment, c'est que l'État, et c'est en tant qu'ancienne ministre de la Recherche que je parle, mais l'État doit financer la recherche fondamentale. Ce n'est pas le rôle de la région. La région, elle doit financer l'innovation. L'innovation, c'est la recherche transformée en amélioration pour la société. Et c'est là-dessus qu'on travaille, avec en partie Saclay, mais évidemment toutes les universités d'Île-de-France. Et l'objectif, c'est de rapprocher les chercheurs et les entreprises. Et puis le dernier sujet, c'est l'éducation. Parce que si aujourd'hui, les chercheurs viennent ou les entreprises viennent en Île-de-France, c'est parce qu'on a des talents. Et là, j'ai un cri d'alarme à pousser. Il faut absolument qu'on mette le paquet sur l'éducation nationale. Aujourd'hui, ce qui vraiment fait j'allais dire, la puissance de l'Île-de-France, c'est le tissu éducatif, c'est les talents, c'est les écoles d'ingénieurs, les universités. Tout ça, on ne le gardera pas si notre niveau de maths baisse, si notre niveau de langue... Il faut rendre les maths obligatoires. Mais les maths, il faut aussi qu'on arrive à les enseigner dans un monde où les élèves ont beaucoup moins d'attention. C'est compliqué. Il faut vraiment qu'on mette le paquet sur les maths. Moi, je suis très inquiète de la baisse du niveau de maths. Il faut aussi qu'on mette le paquet sur la rémunération des enseignants parce que c'est dur d'enseigner en Île-de-France. C'est une région qui est compliquée, où il y a des problématiques sociales aussi dans les établissements, où on doit faire avec des très bons élèves et des élèves qui sont parfois très faibles. Donc, c'est dur d'enseigner en Île-de-France. On a des pénuries d'enseignants dans l'académie
de Versailles, l'Académie de Saclay, dans l'Académie de Créteil aussi. Donc on a besoin aujourd'hui de faire une politique d'attractivité. C'est pour ça que moi je suis favorable à ce qu'avait fait Jean Castex, mais il faudrait le généraliser dans l'Île-de-France, c'est des primes spéciales pour les enseignants de Seine-Saint-Denis. Il avait fait des primes spéciales. C'est Édouard Philippe qui avait fait ça. Ou Édouard Philippe, oui. Oui, l'État fort en Seine-Saint-Denis, 2018, Édouard Philippe. Peut-être, je suis un peu perdu, on change de Premier ministre. Trop de Premier ministre. Mais donc, le sujet, en fait, non mais l'idée était bonne. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les salaires ne peuvent pas être les mêmes dans toutes les régions de France et qu'aujourd'hui, quand on vit en Île-de-France, pour se loger, pour vivre dignement, malheureusement, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, il ne faut pas s'étonner si quand on choisit d'être prof, on choisit de partir dans une académie plus au sud, plus au soleil, où on gagne le même salaire, mais où la vie est beaucoup moins chère. Vous voyez, c'est injuste, en fait. On a besoin de très bons profs en Île-de-France. Et donc, il va falloir aussi, là aussi, s'en rendre compte. Et on ne peut pas tous les loger dans des logements sociaux. On n'en a pas assez. Et puis, il y a toute la population à loger dans les logements sociaux. Est-ce qu'il ne faut pas faire venir aussi plus de professionnels dans les lycées pour qu'ils expliquent leurs métiers qui sont souvent méconnus et qui sont les métiers de demain? Oui, alors ça, on a lancé un très beau projet qui marche très bien, qui s'appelle Paroles de chercheuses et de chercheurs. Alors je dis chercheuses et chercheurs parce que je veux aussi susciter évidemment des vocations scientifiques chez les filles, puisqu'avec la suppression du bac S, malheureusement, on sait qu'on a de moins en moins de filles dans l'aspect physique et dans l'aspect numérique. On en a encore dans l'aspect sciences du vivant, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent être médecins, mais on perd vraiment beaucoup de filles dans les sciences de l'ingénieur. Donc on a besoin aujourd'hui d'aller séduire des jeunes pour leur expliquer les métiers de la recherche. Et donc, on a une centaine de chercheurs de tous les labos d'Île-de-France qui vont dans les lycées pour porter la parole et expliquer ce que c'est que les métiers de la recherche. Et là aussi, je pense que les métiers de la recherche, c'est vraiment des métiers de vocation, c'est des métiers qui sont extraordinaires. Si en plus, on a des beaux laboratoires pour les pratiquer, des bonnes conditions de travail, c'est quand même très attirant. Mais reste évidemment toujours cette question des salaires. Moi, je pense que quand on est chercheur, on doit gagner la même chose qu'un cadre supérieur. On a fait les mêmes études. Et donc, s'il y a une trop grosse dichotomie entre le métier de chercheur et le métier d'ingénieur, eh bien, les jeunes partiront dans l'entreprise pour être ingénieurs et on perdra cette créativité qui est vraiment la créativité française. Je parlais tout à l'heure du schéma directeur que vous avez fait adopter mercredi dernier par le Conseil régional. Qu'est-ce qui est prévu justement pour renforcer l'Île-de-France comme pôle d'attractivité? Alors, dans ce schéma, c'est un schéma qui est très, très innovant. Ce qu'on appelle le SDRIFE, le nouveau schéma d'aménagement de la région Île-de-France. Alors, c'est un document qui est très important, hein, c'est pas du tout technique, mais enfin, on est dans les assises du Grand Paris, donc tout le monde sait, y compris le président de la métropole, que le SDRIFE est un document stratégique. C'est un document stratégique parce que ça dit où est-ce qu'on va pouvoir construire, où est-ce qu'on ne va pas pouvoir construire dans l'Île-de-France de 2040, d'ici 2040. Et surtout, ça s'applique à toutes les autres collectivités territoriales, la métropole et les autres communes. Et les collectivités inférieures, de strates inférieures, doivent être compatibles, doivent rendre tous leurs documents d'urbanisme compatibles. Alors ça ne veut pas dire totalement conforme, c'est-à-dire que je ne leur dicte pas la copie, mais ils doivent être compatibles avec les orientations du SDRIF. Et dans ce schéma, nous, on a décidé que le zéro artificialisation nette, on allait y aller à 2050. Voilà. Alors je l'assume. Je l'assume pourquoi? Parce qu'en Île-de-France, c'est simple, il y a une telle pression sur le foncier que si on ne se met pas la discipline de se dire en 2050, on sera au zéro artificialisation nette, ça veut dire qu'en réalité, on va perdre tous nos espaces naturels et nos espaces agricoles. Or, l'Île-de-France aujourd'hui, c'est 75% d'espaces naturels et agricoles. Personne ne le sait dans cette salle, peut-être. Si les promoteurs immobiliers, ils en ont marre, ils aimeraient en avoir un petit peu, quelques pourcentages. Oui, mais ils en auront, ne vous inquiétez pas, quand les choses sont rares, elles sont chères, donc ils s'y retrouveront. Mais ça va faire grimper les prix du foncier. Non, mais c'est très important. Dans le SDRIFE que nous avons conçu, en 2040, puisque s'il est à l'horizon 2040, l'Île-de-France sera toujours à 75% naturel et agricole. Mais ce ne sera pas au même endroit. Et c'est toute la subtilité, le boulot qu'on a fait, qui est exceptionnel, et je remercie Jean-Philippe Dugouin-Clément, je ne sais pas s'il est là, mais mon vice-président qui a passé 2 ans à concerter avec tout le monde. Ce nouveau schéma, ce n'est pas un schéma d'aménagement du territoire classique, c'est-à-dire qu'on ne dit pas on va grignoter encore de l'espace. Non, c'est un schéma de ménagement. Ça veut dire qu'on va revégétaliser la ville. On va revégétaliser les friches. On a identifié 148 communes qui avaient des espaces d'au moins 5 hectares à revégétaliser. Donc, on va revégétaliser la ville. Et en revanche, on va permettre de continuer de construire des projets
à la campagne. Et notre objectif, c'est d'avoir 70 000 logements produits par an. Alors quand je dis produits... Alors comment on fait? Excusez-moi, mais on n'y arrive c'est pas. pas construit. Attendez, je vous explique. Produit, c'est pas construit. Et toute la nuance est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il faut aller à fond sur la transformation de bureaux en logement. Vous savez bien que l'immobilier de bureau... Ça coûte un pognon de dingue. Ça coûte un pognon de dingue. À un moment donné, ça va coûter un pognon de dingue d'avoir des bureaux vides. Donc le sujet aujourd'hui, c'est que l'immobilier de bureau continue de vivre sur le fantasme du fait qu'ils vont réussir quand même à trouver preneur. Avec le télétravail, les nouvelles habitudes, et je crois qu'il faut à un moment donné que les choses évoluent. Il faut aussi que les maires acceptent d'avoir du logement dans leur commune. Dans le SDRIFE, nous obligeons, c'est pour le coup, c'est obligatoire, les communes qui vont avoir des nouvelles gares à s'engager sur des objectifs de croissance de leur parc de logement. Alors, certaines ont un peu râlé, mais on a fait ça avec l'État, la main dans la main, et c'est quand même, c'est normal qu'on rende un peu de la prospérité qu'on récupère. Une gare, c'est des centaines de millions d'euros d'investissement public de la région et de l'État. C'est normal qu'en contrepartie de la gare, il y ait une logique de construction de logements à côté de la gare. Sinon, ça ne marche pas. Et ça fera de la taxe foncière. Et ça fera de la taxe foncière. Malheureusement, plus de taxes d'habitation, si je peux me permettre, ce qui est un vrai sujet, parce que les locataires ne payant pas de taxes d'habitation, il y a il y a des gros problèmes de financement des services publics de proximité. Et du coup, on vient chercher qui? La région et le département ou la métropole pour aider à financer tous les équipements, ce qui n'est pas sain. Je veux dire, les collectivités, elles ont besoin, là aussi je me lance, d'une vraie taxe locale qui serait basée sur les habitants et qui leur permettrait de financer leurs services publics. J'ajoute qu'en termes de cohésion locale, c'est pas sain qu'il y ait que les propriétaires qui payent. Voilà, ça n'est pas sain. Ça veut dire que les locataires ne sont pas associés au projet de ville. Donc ça n'est pas sain. Donc, comme ils ne sont pas responsabilisés non plus sur les coûts des services publics. Oui, j'allais vous provoquer en disant vous devenez socialiste comme André Léniel. Vous devenez socialiste comme André Léniel. Moi, parce que lui, c'est le premier à dire qu'il faut une contribution résidentielle, justement. Mais non, je suis pas socialiste. Moi, alors surtout, si j'étais socialiste, je ferais les transports gratuits. Il y aurait plus de transports en Île-de-France. Mais non. Le sujet, c'est que je pense que moi, je suis pour l'autonomie fiscale des collectivités locales. Je pense que c'est malsain qu'une collectivité ne puisse pas être responsable de ses actes et avoir la capacité de financer ses projets. Or, aujourd'hui, les communes sont soumises à des dotations de l'État. Enfin, je veux dire, on a des collectivités locales qui sont des nains politiques, en réalité, parce qu'elles sont des nains financiers. Voilà. Et quand on n'a pas les capacités... Et je vais vous dire, ce serait beaucoup plus responsabilisant, parce qu'on verrait ceux qui sont bien gérés, ceux qui ne le sont pas. Là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un habitant qui sait si sa commune est bien gérée? Aucun. Parce que pourquoi? Parce que comme ce n'est pas avec vos impôts que sont financés les services, mais avec les dotations de l'État, en réalité, vous ne voyez pas si votre ville est bien gérée ou pas. Je pense que ce serait très, très, très instructif d'avoir une taxe locale et de voir comment elle est gérée par un maire, plutôt que d'avoir cette espèce d'embrouillamini terrifiant des finances publiques locales de la France que personne ne comprend. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai entendu Bruno Le Maire nous dire que c'était les collectivités locales qui étaient responsables du déficit de la France. Alors là, 16 milliards. Les bras m'en sont tombés, voilà. Alors je ne me suis pas transformée en Vénus de Milo pour autant, mais c'est... En fait, je vais vous expliquer comment ça se passe. En décembre, vous avez Bercy, le ministère des Finances, qui vous envoie une prévision de recettes fiscales pour l'année, puisque vous recevez que de l'argent de l'État. Donc, nous n'avons pas de recettes fiscales, mettons les régions. Nous avons une portion de TVA. Donc, Bercy, en décembre, nous dit « Nous avons calculé la TVA pour le budget de la France et vous avez touché telle portion, donc ça va vous faire tant. » Et ben moi, l'année dernière, comme ils ont fait des fausses prévisions de croissance pour le budget de l'État trop optimistes, pour permettre de boucler le budget sans montrer les déficits, n'est-ce pas? Eh bien, on nous a dit en août, on est vraiment désolé, nouvelle notification de Bercy. Finalement, vous avez touché 100 millions de TVA en moins par rapport à ce qu'on vous avait promis. 100 millions de TVA en moins. Donc, ça représente quoi pour la région un peu? Une enveloppe de 100 millions, par exemple. Mon budget, c'est 4 milliards. Donc 100 millions, vous allez me dire, c'est pas beaucoup sur 4 milliards. Si, c'est énorme, 100 millions. Parce que 100 millions, voilà. Donc, on me dit en août, si vous ne faites pas 100 millions d'économies d'ici décembre, vous allez avoir 100 millions de déficit. Mais donc ce déficit, il est factice, puisque moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 100 millions d'économies. Je suis une bonne gestionnaire. Mais vous voyez, ça veut dire que je suis obligé de repousser 100 millions de projets. Bon, on va le faire. C'est la région Île-de-France, c'est moi, on va le faire. Mais je comprends que d'autres collectivités...
La région, c'est plus facile de faire ces économies de 100 millions parce que nous, on fait de l'investissement. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller voir des porteurs de projets, je vais leur dire, les amis, les maires, machin, on va décaler de 3 mois, on va décaler vos projets. Mais ça veut dire que mon budget 2025, forcément, ça va être très compliqué parce qu'il va falloir que je m'avale 100 millions sur 2025 de projets que j'aurais décalés à 2025. Mais en revanche, un maire ou un département, il ne peut pas faire ça parce que les dépenses des communes et des départements, c'est beaucoup de masse salariale. Les départements, c'est le social. Les villes, c'est tout ce qui est service de proximité. Donc, quand l'essentiel de votre budget, c'est de la masse salariale, vous ne pouvez pas au mois d'août dire je supprime des postes, vous ne pouvez pas arrêter de ventiler les lycées, voyez. Donc, en réalité, ces déficits, ils viennent des fausses prévisions de croissance de Bercy en grande partie, qui ont fait que les collectivités ont fait des dépenses excessives parce qu'ils pensaient qu'ils auraient l'argent. Voilà. C'est dit. Merci beaucoup Valérie Pécresse.